Je suis Paul Samona, le directeur du musée. Juste un mot d'accueil et pour resituer cette manifestation un petit peu dans son contexte pour le musée. C'est, comme vous l'avez peut-être vu, c'est cette année le 20e anniversaire du musée d'art et d'histoire du judaïsme, et nous avons voulu, par un programme assez dense de colloques, marquer le fait que le musée d'art et d'histoire du judaïsme est un lieu pour la délectation du public dans les salles, mais que c'est aussi un lieu de la connaissance et de la recherche. Et si vous suivez nos programmes, vous avez peut-être su et peut-être même participé à un colloque consacré à Michael Levinas au mois de mars. Il y en aura un sur l'histoire du sionisme les 13, 14 et 15 juin, pour resituer la création de l'État d'Israël et le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël dans une perspective historique longue qui remonte au 19e siècle. Et puis alors à l'automne, on évoquera la personnalité d'Isaac Strauss, qui a été le très grand collectionneur de judaïka et d'art juif au 19e siècle, dont la collection, vous le savez certainement, a été achetée par Charlotte de Rothschild, donnée au musée de Cluny et qui est maintenant présentée au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nos plus grands chefs-d'œuvre viennent de cette collection, notamment l'Arche sainte de Modène, de 1472, qui est dans la première salle italienne. Et puis on enchaînera avec une histoire de la constitution des collections d'Humage, et notamment la collection d'Isaac Strauss. Et puis en janvier, pour conclure ce cycle sur le 20e anniversaire, on traitera de l'absence, en quelque sorte, de l'histoire du judaïsme dans le récit national en France. On a intitulé ça « Le judaïsme, une tâche aveugle dans le récit national ». Alors pardon d'être un peu long sur les programmes d'Humage. Pour le 20e anniversaire, et là on en vient plus étroitement au sujet de votre colloque aujourd'hui, on a aussi voulu évoquer les donateurs qui ont permis d'enrichir notre collection. En 20 ans, la collection s'est enrichie d'à peu près 7000 numéros, comme on dit, 7000 œuvres ou documents, parmi lesquels les 2600 documents de l'affaire Dreyfus donnés par la famille du capitaine. Mais même lorsqu'on soustrait 2600 documents, il en reste beaucoup. Parmi lesquels il y a énormément de dons. Ces dons sont extrêmement précieux car ce sont des documents auxquels nous n'aurions, des documents ou des œuvres auxquelles nous n'aurions pas accès par le marché de l'art, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions, et notamment pas dans les mêmes conditions de documentation, de contexte, notamment pour les documents familiaux qui nous permettent de faire l'histoire des Juifs de France et des différentes communautés d'ailleurs qui ont un lien avec le judaïsme français. Et évidemment, parmi ces dons, il y a un don très important de la famille d'Eline Amias, qui est le donateur de ce Zohar à l'Alliance israélite universelle. C'est là aussi une grande complicité que nous avons depuis longtemps avec la Bibliothèque de l'Alliance. D'ailleurs, Jean-Claude Kuperminck, le directeur de la Bibliothèque de l'Alliance, fait partie de nos instances, de notre conseil d'administration. Et donc, si vous avez le temps ou la possibilité de revenir dans le parcours permanent, dans cet hommage aux donateurs, où nous avons mis en exergue une centaine de donateurs et d'objets ou d'œuvres qu'ils ont donnés, vous verrez un extraordinaire commentaire nouveau sur la Torah de Namanide, Bona Struxa Porta en catalan pour les intimes, qui est le premier livre imprimé au Portugal en 1487 en hébreu. Mais le premier livre imprimé tout court au Portugal. Alors évidemment, ça n'a pas tout à fait la même portée que le Zohar dont on va traiter aujourd'hui, mais c'est un incunable tout à fait extraordinaire. Vous pouvez le voir dans la première salle consacrée à Amsterdam et la rencontre de deux diasporas. C'est l'une des œuvres importantes données par Ilan Amias, la veuve d'Eline Amias, en mémoire de son époux. Je voudrais aussi signaler, dans le prolongement de ce don, qui est un don très important d'une quarantaine d'œuvres par Ilan Amias, il y a une vingtaine d'années, le don récent par ses enfants, qui prolongent la volonté de leur mère, du plus vieux Sefer Torah, de la plus vieille Torah de la collection du musée, qui est une Torah espagnole que vous connaissez certainement, qui est dans la première salle, dans la salle d'introduction, dont on ne sait pas tout à fait si elle a été faite en Espagne, au Maghreb ou au Levant, qui est un peu inhabituelle puisqu'elle est sur un cuir de gazelle, avec des bâtons en buis ouvragés tout à fait extraordinaires, qui était en dépôt depuis 20 ans et que les enfants nous ont donné cette année. Puis il y a aussi deux rimonymes qui viennent de La Haye,
en vermeil tout à fait extraordinaire, avec un décor de tours, qui sont près de l'ouvrage de Namanide dans la salle Amsterdam. Voilà, mais on va peut-être laisser Amsterdam pour revenir en Italie, qui est le sujet de votre colloque. Et je voudrais vraiment remercier Jean Baumgarten et Michael Seband de nous avoir proposé ce colloque parce qu'il a, vous en faites la démonstration, évidemment attiré et suscité un grand intérêt dans le public, et nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir l'accueillir. Merci encore. Donc, merci d'être venus nombreux pour cette journée d'études autour de l'édition Princeps du Zohar à Mantoue en 1558. Et ce colloque n'aurait pu avoir lieu sans l'aide de différentes institutions que j'ai le plaisir de nommer. Merci d'abord au MAGE et à son directeur, Paul Salmona, et aussi à toute l'équipe de l'auditorium, dont Sophie Andrieux et Raya Del Vecchio, qui nous ont constamment et tout à fait efficacement aidés. Permettez-moi également de remercier la Fondation du judaïsme français, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Rothschild et le Centre de recherche historique du CNRS EHESS, qui ont généreusement aidé pour l'organisation matérielle de notre colloque. Il m'est agréable également d'associer à nos discussions la famille Namias et tout particulièrement de rappeler le souvenir d'Élie Namias, collectionneur de manuscrits et de livres imprimés, qui fit don des 3 tomes que vous avez à l'entrée de cette édition Princeps du Zohar, qui se trouve maintenant à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Que son directeur, Jean-Claude Couperminck, soit également remercié pour avoir accepté de collaborer à notre colloque et de prêter ces volumes du Zohar de Mantoue pour les exposer. Merci enfin à Michael Seband, fondateur et directeur du Beth HaZohar, qui depuis des décennies traduit, étudie et diffuse les grands textes de la Kabbale, et à tous les chercheurs, enseignants, spécialistes des textes kabbalistiques de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Israël, des États-Unis, pour avoir accepté, avec enthousiasme, de participer à la présentation et à l'étude de ce texte fondamental de la tradition juive. Donc entre 1557 et 1560 furent imprimées 2 éditions concurrentes du Zohar, l'une à Mantoue et l'autre à Crémone, donnant à ce corpus zoharique une visibilité inédite et l'introduisant au cœur de réflexions, de discussions, de débats, de controverses, dans la République des lettres de l'Europe de la Renaissance, aussi bien dans le monde juif que dans le monde chrétien. Certes, depuis le XIV-XVe siècle, des versions manuscrites, fragments partiels ou copies de traités entiers circulaient en Europe, témoignage de l'importance et de l'intérêt que suscitaient les traditions mystiques juives parmi l'élite savante juive et parmi les kabbalistes chrétiens. L'impression du Zohar constitue le point d'aboutissement d'un long processus de circulation et de cristallisation des traditions mystiques juives, en voie, pour reprendre les termes de Boas Hus, parallèlement à la Bible et au Talmud, de canonisation au sein de ces traditions textuelles juives. L'impression du Zohar témoigne d'une rupture dans l'histoire de la pensée juive, marquée par une mise à distance critique de la scolastique et de la philosophie juive médiévale, notamment la métaphysique et les courants aristotéliciens incarnés par Maïmonide, et par la création d'une nouvelle pensée symbolique qui privilégie des fabulations mythiques, une complexe architecture doctrinale, notamment autour du récit de la création, autour des séphirotes, et portée par une foisonnante imagination narrative. La mystique s'impose lentement comme une des principales explications du monde, témoignage d'un élargissement de l'horizon culturel, d'une reconfiguration des outils conceptuels pour penser l'acte et les lois de la création, la relation entre Dieu et sa créature, entre le monde terrestre et les sphères supérieures. Et aussi la question du mal, de l'exil, de la rédemption, du messianisme. La Kabbale occupe donc une place centrale dans cette mutation religieuse, culturelle, propre à l'époque de la Renaissance, dans laquelle l'ésotérisme, la magie,
la démonologie, l'occultisme et l'hermétisme joueront un rôle tout à fait fondamental. Cette recomposition se fonde sur la découverte, redécouverte, le retour aux œuvres anciennes de la mystique juive, notamment le Sefer Yetzira, le Sefer Abaïr, et aussi des œuvres des grands kabbalistes, Aboulafia, Jikatila, Rekanati, et sur l'établissement de textes et l'impression d'éditions fiables, assorties aussi d'une réflexion sur les langues sémitiques et leur grammatisation, dont évidemment l'araméen et l'hébreu, la langue adamique, originelle, parlée par Dieu au paradis, grâce à laquelle on peut approcher et comprendre l'essence de la divinité. L'art et la technique de l'imprimerie, notamment en Italie, et tout particulièrement à Mantoue, joueront un rôle essentiel de catalyseur et contribueront donc à accélérer ce renouvellement des savoirs. Le Zohar peut être considéré comme le livre par excellence qui témoigne de cette rupture, de ce tournant culturel qui bouleverseront le paysage intellectuel de la Renaissance. On en perçoit de multiples échos chez les chrétiens qui jettent un regard nouveau sur les traditions textuelles pré-chrétiennes pour comprendre la genèse du christianisme, montrer comment certaines notions de la mystique ancienne, notamment, peuvent annoncer la théologie chrétienne, entre autres, par exemple, la relation entre c'est pas le seul aspect, mais enfin un des aspects, les trois séphirotes supérieures et le dogme de la Trinité. Alors on pense bien sûr à des grands kabbalistes chrétiens comme Guillaume Postel, traducteur du Zohar en latin, et je rappelle que la bibliothèque Mazarine de Paris conserve son exemplaire personnel de l'édition de Mantoue, enrichi de nombreuses notes marginales du kabbaliste chrétien Guy Lefebvre de la Bauderie. Nous explorerons en premier lieu les répercussions que l'édition de Mantoue aura dans la culture des Juifs de la Renaissance, à une époque où les idées, les pratiques, les rituels kabbalistiques deviennent quelques-uns des ingrédients centraux de la culture religieuse des Juifs, au fin d'explorer la structure cachée du monde et percer les mystères de la création divine. La reconsidération des traditions mystiques juives anciennes va donner lieu à une moisson tout à fait exceptionnelle d'éditions, va alimenter des débats, des controverses chez les rabbins, les savants donc, et les érudits juifs. Longtemps considérée comme une tradition cachée, scellée, souterraine, on peut dire, confinée à une petite élite intellectuelle, la Kabbale connaît une lente révélation publique, s'impose comme un des aspects saillants de ce renouvellement des savoirs qui est propre à la Renaissance. Et l'Italie, donc tout particulièrement Mantoue, fut en relation avec la Kabbale de Safed l'épicentre de cette mutation, qui par la suite gagna d'autres centres culturels de l'Europe savante, de l'Europe juive, entre autres Lublin, Sulzbach et Amsterdam. Pour explorer, scruter et comprendre ce moment donc de mutation religieuse et culturelle, nous avons décidé de centrer notre colloque sur l'étude de cette édition princeps du Sefer HaZohar. Alors évidemment, on pourrait nous rétorquer qu'observer ce changement d'épistémé, disons pour reprendre le terme de Foucault, à partir d'un seul ouvrage, pourrait en limiter la compréhension. Et nous avons pensé tout au contraire que se concentrer sur cette édition, imprimée du Zohar de Mantoue, semble une sorte d'excellent point d'observation, un véritable laboratoire textuel pour comprendre et mettre en lumière quelques-uns des aspects essentiels donc, de ce renouvellement culturel. Alors, pour ce colloque, nous avons privilégié 3 axes centraux. D'abord, l'étude du contexte culturel, religieux et social dans lequel ces 3 volumes, qui sont donc présentés ici, ont vu le jour. Donc, des intervenants reconstitueront cette toile de fond complexe, propre à ce moment donc, de transformation culturelle. Nous observerons les prémices intellectuelles, culturelles, religieuses, qui conduiront donc à l'impression du Zohar, en se demandant aussi pourquoi l'Italie et tout particulièrement la cité et la communauté juive de Mantoue jouèrent un rôle si important. Deuxième aspect sont les conditions concrètes de réalisation, de fabrication du corpus zoharique, ce qui nous entraînera à réfléchir sur les relations entre les traditions manuscrites
et les versions imprimées, et à nous intéresser au monde de l'imprimerie, donc la question des financements, donc les imprimeurs, bien sûr, les éditeurs, les correcteurs, les censeurs aussi, qui participèrent, certes, chacun dans des registres différents, à l'invention et donc à la fabrique du Zohar. Et troisièmement, les conséquences qu'eurent cette édition et l'impression donc de ces 3 volumes sur la circulation, la diffusion et la dissémination donc des idées kabbalistiques en Italie, puis dans toute l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle, et que ce soit dans les centres de la vie intellectuelle de l'époque en Europe, par exemple Bâle ou Paris, mais aussi dans les centres d'impression des livres juifs, donc par exemple Lublin, Amsterdam ou Sulzbach. Voilà, donc à tous et à toutes, je souhaite un fructueux colloque. Merci. Bonjour tout le monde. Il y a 3 ans, à peu près à la même époque, ma femme m'a dit, il faut que tu sortes un peu de tes livres, viens un peu au musée. Donc je suis venu au musée d'art et d'histoire du judaïsme où il y avait une très belle exposition sur la magie. Il y avait effectivement une très belle exposition et je vois dans une pièce au-dessus, dans une vitrine, un exemplaire du Zohar. Effectivement, comme j'en ai rappelé, je m'occupe de Beth Zohar, donc on étudie, on imprime, on fait des choses sur le Zohar. Et tout de suite, mon œil est attiré par cet exemplaire. Et comme dans les expositions, les pièces viennent en général du monde entier, je ne fais pas attention et je vois sur l'étiquette qu'effectivement, il s'agit alors de l'édition du Zohar de Mantoue, la première édition, celle dont on va parler aujourd'hui, mais je vois qu'elle appartient à la bibliothèque de l'Alliance israélite. Je sors immédiatement du musée, il y a 3 ans, jour pour jour, à peu près. Je sors immédiatement du musée. Non, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se servir du portable dans le musée. Et je vais dans la cour et j'appelle tout de suite l'Alliance et j'ai dit, je veux un rendez-vous urgent avec le directeur. Et j'ai rencontré M. Kupermank, que je ne connaissais pas, qui m'a expliqué d'où venait ce Zohar, la collection et l'Inamias. Et je lui ai dit, monsieur, j'ai un truc à vous proposer. Et il a dit, mais d'où il sort celui-là? C'est pas trop, qu'est-ce qu'il veut? Je le connais pas, il a une tête bizarre. Non mais, et c'est ce que j'ai pensé, c'est pas ce que lui pensait, évidemment. Ce que j'ai pensé, il a une tête bizarre, etc. Et je lui ai dit, écoutez, je vous propose que nous fassions quelque chose autour de ce texte. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai une idée. D'abord, c'est un ouvrage précieux. On en parlera aujourd'hui. Il y a très peu d'exemplaires de cette première édition du Zohar en aussi bon état, aussi bien conservé. En plus, cet exemplaire a aussi une histoire, parce qu'il a, on en parlera aujourd'hui, des notes particulières, il a un papier particulier, on en reparlera, il a une facture particulière. Et il faut d'abord évidemment préserver ça. Donc, on a numérisé entièrement cet exemplaire à l'occasion de ce colloque. Et effectivement, consacré une journée d'études avec Jean, qui m'a aidé tout de suite à choisir les plus grands spécialistes qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui et du monde entier. Et dès qu'effectivement ces éminents professeurs ont appris quel était le sujet, ils ont dit oui. Donc ça, j'étais surpris. Ils ont dit oui, effectivement, c'est intéressant. Pour parler de cette chose-là. Et j'ai dit, mais tant qu'on y est aussi, on va faire une édition facsimilée de ça. Et ça a mis 3 ans. Voilà, ça a mis 3 ans, parce que entre les idées, la forme des idées, comme dit le Zohar, dans la pensée supérieure et la descente dans les bas mondes, le chemin est très long. Le chemin est très long et a de nombreuses péripéties. Et donc voilà, 3 ans après, on est ici. C'est vrai que le judaïsme est, entre autres, est très attaché au livre,
Mais il y a un lien particulier de la Kabbale avec les livres, beaucoup plus qu'avec les autres textes. On est en 1558, au début du XXe siècle, il y avait un kabbaliste irakien, qui s'appelait Rabbi Yehuda Ptaya, qui était en Irak, et qui dit dans la préface à un de ses commentaires sur le Zohar, il dit « Le plus dur dans la Kabbale, c'est trouver les livres. » Parce que la Kabbale est liée aux livres, parce qu'effectivement, les gens voulaient avoir, étaient très, très curieux, très assoiffés de cette connaissance secrète et de cette connaissance mystique. Et on en reparlera, l'une des raisons qui a poussé à l'édition de Mantoue, et les éditeurs le disent, c'était qu'il ne fallait pas que ça reste secret, et surtout destiné aux gens riches qui avaient les moyens d'acquérir des manuscrits. Donc il y a un lien particulier de la Kabbale avec les livres, et d'autant plus que les livres ont une histoire. Et l'histoire de ces livres indique aussi la Kabbale du livre qui est dans le livre. On en reparlera, et c'est par exemple, on verra aujourd'hui dans cet exemplaire les notes, comment est-ce qu'il a été fait, comment est-ce qu'il a été pensé, et tout le travail qui a été fait, ce qui n'est pas tout à fait le cas des autres grands textes du judaïsme, comme par exemple le Talmud ou le Midrash, où la place du livre, évidemment, est importante, mais tous les gens qui étudient la Kabbale savent que chaque livre est précieux, parce que d'abord les tirages étaient moins grands, et qu'ils témoignaient d'une reconnaissance ou d'un savoir secret qui appartenait à cet auteur. Donc je remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne journée tous ensemble. Avant de laisser la parole à Jean-Claude, je voudrais juste saluer Anne-Hélène Hogg, qui était la conservatrice de la collection historique et des Judaïka du musée, qui nous a quittés pour le musée de la bande dessinée d'Angoulême, dont elle est aussi une grande spécialiste, mais qui avait été la commissaire de cette exposition Magie, anges et démons dans la tradition juive, qui serait, je crois, très très heureuse de savoir que le colloque d'aujourd'hui est un enfant légitime, me semble-t-il, de ce projet. Voilà. Alors effectivement, les expositions se répondent et se suivent, et c'est toujours un grand plaisir de voir cette vie du livre, même très très longtemps après sa création, après sa publication. Je voulais remercier bien entendu le musée pour le travail qui a été fait et pour nous accueillir, et surtout Michael Seban, comme il l'a dit, il était pas très loin du fond de ma pensée. C'est vrai que c'est une proposition qui est à la fois curieuse, mais c'est aussi une proposition qu'on ne peut pas refuser quelque part quand on a la charge d'un document aussi incroyablement précieux et riche de sens. Le but, à mon sens, d'une institution comme l'Alliance et d'une bibliothèque, c'est non pas de le garder pour soi, mais au contraire de le diffuser le plus largement et de le faire connaître. Et grâce à ton travail, Michael, grâce aussi à tous les savants réunis par toi et par Jean Baumgarten pour cette journée d'études, on va pouvoir en savoir plus, non seulement sur un mode de pensée, sur un moment important de la vie intellectuelle juive, mais aussi sur un livre. Et je crois que c'est important de marquer dans notre temps numérique la matérialité aussi du livre. Ce que je pense utile de dire ici en quelques mots, c'est attirer l'attention sur, en quelque sorte, le mariage entre un collectionneur, Elie Namias, et une institution. Donc je voudrais d'abord dire l'immense reconnaissance de l'Alliance à Elie Namias, qui grâce à des liens très privilégiés avec le président Adistei, qui était président de l'Alliance à l'époque, a su trouver un lieu d'accueil pour sa prestigieuse collection, mais aussi Paul Salmona l'a dit, à sa famille, à son épouse et à ses enfants qui ont en quelque sorte repris le flambeau dans le même état d'esprit et qui aujourd'hui poursuivent l'œuvre de leur mari et père en faisant confiance à la Bibliothèque de l'Alliance pour continuer à préserver et également à faire fructifier cet extraordinaire capital patrimonial. Voilà, donc
et un portrait d'Elie Namias. En quelques mots, je vais vous dire ce que nous avons fait avec cette collection. Donc, au fil des ans, l'Alliance a pu, quand les conditions technologiques se sont améliorées, sont révélées adéquates et suffisantes, nous avons pu procéder à la description précise des éléments de la collection dans notre catalogue. Et très vite s'est imposée aussi la nécessité de lancer un projet numérique autour de ces documents qui sont irremplaçables. On en a parlé, on le verra tout au long de la journée. Cela se traduit aujourd'hui, et le travail n'est pas encore terminé, par un catalogage de plus de 500 titres d'ouvrages et par la numérisation de 118 documents. Si je vais vous dire deux mots quand même sur qui était Elie Namias, parce qu'on va évoquer ces personnes pendant toute la journée. Je reprends les mots de Peter Nahon. Elie Namias est né en 1908 à Gümülcine, une ville dans l'Empire ottoman, à côté de Salonique. Son père était industriel et il guide ses enfants, Élie, Joseph et Marcel, vers la recherche et l'industrie pétrolière. Il voyage beaucoup en Europe, en Yougoslavie, en Angleterre, en Suisse, avant de s'établir à Paris, et il devient français. C'était un homme discret, mais très avisé, qui a eu des hautes responsabilités dans plusieurs compagnies, dont la British Petroleum, Petrosareb et Petrofrance. Il est demeuré toute sa vie attaché au judaïsme séphardi dont il est issu, ainsi qu'à l'Espagne, vraiment la terre espagnole, terre ancestrale. Et lui et sa famille ont fait un travail extraordinaire dans la ville de Cordoue, où ils ont participé à la réhabilitation d'une partie importante du patrimoine juif. Un grand collectionneur, un homme de fortune dans tous les sens du mot, mais qui a toujours agi avec beaucoup d'humilité, à la fois pour les œuvres et pour lui, sans avoir l'orgueil du mécène, ce qu'il était pourtant plus que quiconque. Bibliophile passionné, il laisse à son décès en 1994 une collection de manuscrits et d'imprimés d'une rare richesse, reflétant entre autres tous les aspects du judaïsme hispano-portugais et levantin. Peut-être fut sa manière de se réapproprier ce passé perdu, son identité séfarade qui le liait à des mondes disparus, dont les livres étaient souvent les seuls témoins. Est-ce que, en recueillant toutes ces productions intellectuelles d'une civilisation assassinée, cherchait-il à les faire revivre quelque part? Et c'était peut-être son espoir lorsqu'il a décidé de léguer ce précieux fonds à l'Alliance israélite universelle. Et j'espère qu'en tout cas, nous y contribuons à notre façon par cette exposition et par notre participation active à ce colloque. Je dois dire que la contribution et la relation entre l'Alliance et la famille Namias a toujours été très forte. Et une anecdote sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais il y a quelques années, quand le petit-fils d'Elie Namias, le fils de Sacha, s'est marié, nous avons pu lui transmettre un ouvrage très précieux provenant de la collection de son grand-père, et c'était vraiment un marqueur de cette transmission. La famille Namias est peut-être liée, on n'en est pas sûr, avec les grands imprimeurs Samuel et David Namias, qui ont été les créateurs de la presse hébraïque dans l'Empire ottoman. Le premier ouvrage est paru en 1493, avec du matériel qu'ils avaient emporté depuis leur fuite d'Espagne, de Valence, et qu'ils avaient fui en passant par Naples en 1492. Et ce matériel a permis donc de créer un certain nombre d'ouvrages très importants dans l'histoire juive. Et dans le signe de continuité, Elie Namias a adopté la marque des imprimeurs Namias de Salonique comme son ex-libris. Donc il y a quelques années, nous avons fait une exposition virtuelle à partir des trésors du fonds Namias que nous avons confié à Peter Nahon, un jeune chartiste. Et cette exposition, qui est toujours disponible, visible en ligne sur le site de la bibliothèque numérique de l'AIU, vous prouvera l'immense valeur et l'immense richesse de cette collection sur ce sujet. J'en extrairai juste une pièce emblématique.
la Bible de Ferrar, donc la première Bible en espagnol. Donc nous avons ici un exemplaire remarquable. C'est la première des Bibles espagnoles traduite selon la méthode traditionnelle de traduction littérale, donnant naissance à un style calquant la langue sainte, qui sera celui de toutes les Bibles et prières juives jusqu'au XVIIIe siècle. Le texte de Ferrar servira lui-même de base à de nombreuses reproductions. Dans cet exemplaire, on retrouve des notes manuelles en espagnol qui marquent les haftarot et qui marquent la succession des parachiotes. Ce qui intéresse aussi le collectionneur Namias, c'est l'histoire des Juifs de France. Et de ce point de vue, il a collectionné des œuvres qui sont essentielles, des points d'ancrage de l'histoire des Juifs de France, comme c'était dit du roi en 1784, donc bien sûr avant la Révolution, et qui est un élément clé du chemin vers l'émancipation. C'est le moment où les Juifs sont exemptés du droit de péage corporel. Et ce document, alors qui est peut-être pas très visible ici, mais dont je vous présente le plat, c'est le fameux procès-verbal des séances de l'Assemblée des députés français en 1806, donc c'est toute la séquence d'actions qui va mener aux décisions du Grand Sanhédrin. Mais cet exemplaire-là en particulier porte une inscription offert à Monsieur Fauchet, préfet de la Gironde, par messieurs Furtado et Rodrigue Aîné. C'est donc là un signe très très fort, rien que l'objet, ce livre-là, est un signe fort de la manière dont ces Juifs qui ont participé aux réunions menant aux décisions du Sanhédrin sont inclus dans la vie politique de leur époque et essayent peut-être d'influencer ou en tout cas de remercier les gouvernants français. Donc il y a maintenant dans la collection aussi beaucoup de livres très importants dans l'histoire du judaïsme et en particulier du judaïsme du Comtat venessin. Et il y a un document qui est absolument remarquable, c'est un manuscrit en 4 volumes qui sont un recueil de prières hébraïques manuscrites et dont le scribe est Eliezer de Millau. Donc nous avons 4 volumes comme ça, ces prières donc d'Avignon, on peut lire, c'est les prières qui, là pour Rosh Hashanah, de la communauté sainte d'Avignon. Sur tous les volumes, on retrouve la marque de l'inquisiteur Antonio Fran Enriquez. Donc tous ces livres, les livres juifs de cette époque, on le verra avec l'édition du Zohar de Mantoue, sont pratiquement toujours passés dans les mains chrétiennes sous forme de contrôle et de censure. Et on peut voir donc plus précisément à la fois le document du haut, le nom du scribe, Eliezer Bar Shlomo des Millau, et qui a donc signé ces documents, et en dessous la marque du censeur donc, que je vous signalais. Je vais finir pour montrer un peu la variété aussi et les centres d'intérêt multiples d'Elie Namias par 2 curiosités. Ce document-là, c'est un écrit, c'est un imprimé, les délices royales ou le jeu des échecs, son histoire, ses règles. C'est un imprimé de 1864, donc c'est pas sa grande rareté ici forcément qui est en cause. Et c'est un document attribué à l'époque à Ibn Ezra, ce qui visiblement n'est pas exact. Et donc c'est toute une histoire du jeu des échecs. Et ce qui est amusant quand on connaît la destinée de la littérature juive et notre amour commun, j'imagine, pour Georges Perec, c'est qu'on y trouve un exemple de la fameuse polygraphie du cavalier qui a servi, vous savez, de base à la confection de la vie mode d'emploi. Je terminerai par un dernier document. Donc un autre document, donc encore une très belle édition du XVIe siècle, donc un échange épistolaire entre le rabbin Samuel et le rabbin Isaac. Et ce document là aussi, 1527, donc on est encore tout près des débuts de l'imprimerie de Lyon, et donc c'est une polémique anti-juive d'un rabbin converti face à un autre rabbin, traduit de l'arabe vers le latin au XIVe siècle, et qui œuvre à démontrer la vérité de la foi chrétienne à partir d'interprétations des prophètes.
Et dans ce très très bel imprimé, on trouve quelques lettrines magnifiques et j'ai voulu vous faire partager une de celles-ci qui, j'espère, enrichira notre dialogue. Donc une très très jolie petite lettrine qui, j'espère, sous laquelle on peut placer, sous les auspices de laquelle on pourrait placer ce colloque. Donc voilà, c'est une très très rapide présentation de cette collection en particulier, mais sachez que la Bibliothèque de l'Alliance, bien sûr, recèle de très nombreuses autres collections, plus de 150 000 ouvrages, dont beaucoup de livres anciens de ce type, et qu'elle est associée très régulièrement à des expositions et des projets culturels internationaux. En ce moment même, je vais faire un peu de publicité, mais le musée ici est très associé à une exposition qui se déroule à Rouen sur les Juifs au Moyen-Âge, savants et croyants. Et je vous invite vraiment à faire le déplacement, c'est pas très loin, d'une très très jolie exposition contenant des œuvres et des objets de provenance multiple sur le Moyen-Âge, les Juifs au Moyen-Âge, et nous y avons prêté 2 de nos plus beaux manuscrits. Donc voilà, encore une fois, un grand merci aux organisateurs de cette journée, à tous les universitaires qui vont vous éclairer sur le colloque, et j'espère donc vous retrouver pour votre lecture personnelle et pour vos recherches dans la bibliothèque de l'Alliance, qui est évidemment prête à vous accueillir. Merci.